D'abord, vous remercier les différents auteurs qui ont contribué à ce très très beau numéro, ce dernier numéro de la revue politique et parlementaire consacré aux imaginaires, l'éternel retour. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous déjà l'ont reçu dans leur boîte aux lettres. C'est un numéro qui est très ample par le thème qu'il aborde, très étendu aussi par le nombre de ses contributrices et contributeurs. C'est un numéro qui n'avait pas forcément une vocation ontologique, mais qui, de fait, quand on le reçoit, apparaît comme un numéro d'anthologie sur ce sujet. Voilà. Bonsoir. Non, je vous en prie. Donc, c'est vrai qu'on a montré la question du politique à travers les ressorts sociaux, les ressorts économiques, et finalement assez peu à travers cette dimension de l'imaginaire qu'on a essayé de couvrir dans ce dossier. Et l'idée, c'était finalement d'apporter un regard un peu différent sur cette question-là, et aussi vaste que possible. Et j'espère que nous y sommes parvenus. Alors, autour de moi, pour parler de ce numéro, quelques-uns des auteurs qui ont bien voulu participer à ce dossier. À ma gauche, Stéphane Rosès, qui a fait partie des coordinateurs de ce dossier, qui est politologue et qui est président de la société CAP, et auquel je passerai la parole dans quelques instants, qui nous disent un peu d'ailleurs la façon dont on a abordé ce numéro. Olivier Dard, à ma droite, qui est professeur des universités, historien des idées, entre autres, et qui a lui aussi participé à la coordination de ce numéro. À la gauche de Stéphane Rosès, Henri Guénaud, je le remercie de sa présence. À l'extrême gauche. C'est facile de passer à la gauche. Qui a bien voulu nous accorder un entretien, lui aussi, sur cette question, et notamment sur la question du récit. Alors, à l'extrême droite, Frédéric Rouvillois, qui lui est intervenu sur la question de l'utopie. Et derrière moi, qui est en duplex, Virginie Martin, que je salue. J'espère qu'elle nous entend bien. Je t'entends très bien, Arnaud. Parfait, merci Virginie, qui, elle, aborde la question de la fiction. Notamment, elle a récemment publié un ouvrage sur le charme secret des séries. Et elle aborde la question de la fiction dans les séries et comment la fiction dans les séries, finalement, décrit une sorte de langue politique et comment elle produit aussi une langue politique. Donc, c'est un sujet, là aussi, particulièrement passionnant. Alors, sans plus tarder, je vais peut-être passer tout de suite la question à Stéphane Rosès. D'abord, pour lui demander de nous planter un peu le décor sur ce numéro. Et ensuite, revenir aussi à l'article qu'il nous a donné, où lui s'interroge, Stéphane, sur les relations entre finalement l'imaginaire et les peuples. Et d'ailleurs, cet article est particulièrement stimulant parce que, in fine, il y a une sorte de plan de coupe sur les imaginaires singuliers de chacun des peuples. Ça, je trouve que c'est très intéressant comme approche. Stéphane. Merci Arnaud. Effectivement, le résultat final de ce numéro va sans doute sur la thématique des imaginaires faire référence. La diversité, la qualité des contributeurs, tu l'as dit. Et au fond, une volonté d'essayer de rendre compte de ce qui se passe avec une approche qui sort des tropismes majoritaires pour expliquer le monde, que serait l'économie essentiellement ou la technique. Quand on a eu l'idée de ce numéro, qui a été coordonné avec Olivier Dard, Pierre-Emmanuel Bigot autour de toi, il y avait au fond le constat que le terme imaginaire remontait dans le débat public.
et peut-être pour de bonnes raisons et de moins bonnes raisons. Mais partons peut-être des moins bonnes raisons. Au fond, les grilles d'analyse économique et technique ne permettent pas de rendre compte du paradoxe de la période. Le retour des peuples, le renfermement des peuples, alors qu'ils sont tous interdépendants économiquement et socialement, des peuples qui semblent voter contre leurs intérêts immédiats. Bref, advient l'idée que l'économie ne permettrait pas de rendre compte le moment tragique que nous semblons connaître avec le retour des intégrismes religieux, des nationalismes, des guerres, des renfermements communautaristes, des identitarismes. Et donc, le terme imaginaire est devenu dans la dernière période, pour le dire, une façon de mettre derrière ça tout ce que la rationalité raisonnante ne comprendrait pas, l'imagination irrationnelle, des sortes de choses qui remontent du passé, qui remontent d'une histoire. Or, vous le verrez, les contributions abordent toutes ces questions de l'imaginaire, c'est-à-dire des représentations collectives de façon sérieuse, argumentée, soit articulée avec la question des mémoires, soit la question de l'influence des religions, soit la question des imaginaires propres à chaque domaine, soit ce que porte Virginie Martin dans ce travail très intéressant sur les séries, les moments actuels où l'évolution des technologies, on a une belle contribution d'Adrien Bécassine qui est au cœur des négociations actuelles avec les GAFAM sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et puis, des contributions également, outre les historiens, les sociologues, les politologues, de personnes qui réfléchissent et travaillent depuis longtemps sur ces grandes questions. On ne peut pas ne pas citer Pierre Legendre, qui nous a fait l'honneur, nonobstant ses occupations et son grand âge, nous a fait l'honneur de nous accorder une préface, alors qu'il n'intervient guère plus dans le domaine public. Et puis, d'autres qui se retrouvent, qui font référence à Pierre Legendre, qui sont également le grand Alain Supiot, mais aussi Pierre Rousseau. Et puis, on a eu la joie d'avoir la contribution d'un penseur et cinéaste politique et metteur en récit d'un imaginaire de français, Henri Guénaud, sur comment on part de ce que l'on croit être le fondement d'un peuple, comment on le met en récit et comment ce récit doit articuler les fondamentaux de ce que nous sommes et puis un environnement politique très prosaïque du moment. Donc, Henri fait une très belle. Bref, c'est tellement dense que moi, je n'ai pas pu lire, mais c'est vraiment, je crois, un numéro d'anthologie qu'on gardera longtemps dans nos bibliothèques et on pourra se dire, tiens, sur les représentations collectives, sur la dimension culturelle de l'explication du cours des choses, allons voir ou allons nous remémorer ce qui était dans ce numéro de la RPP.
Merci Stéphane. On reviendra plus précisément tout à l'heure sur ton article. Alors, je voudrais aussi signaler, il faudrait citer tous les auteurs, mais il y a aussi un très bel article, un très bel entretien que nous a donné Boilem Sansal sur notamment l'imaginaire algérien après l'indépendance. Je dois dire que c'est une interview particulièrement décapante, qui n'est pas surprenante venant de la part de Boilem Sansal. Mais en tout cas, je vous la recommande tout particulièrement, puisque Boilem Sansal est un ami de la revue et qu'il est membre de notre comité scientifique. Alors, je me tourne tout de suite maintenant vers Henri Guénaud. Le politique, dans l'histoire de France, dans la société française, c'est ce que vous abordez dans cet entretien. Quelle est la spécificité du politique dans, finalement, ce que constitue l'histoire de la France et ce que constitue la société française? La particularité, c'est que la France est une construction politique. La France n'a existé que parce qu'il a existé une volonté politique. Bien sûr, elle a rencontré l'inspiration implicite des populations. Entre le pouvoir mais c'est assez particulier au fond, la manière dont cette nation s'est construite. Elle s'est construite du haut vers le bas, mais née du projet politique, le projet capétien pour faire simple, ce qui d'ailleurs explique aussi dans l'imaginaire français ou le surmoi français cette dimension monarchique de la France. C'est une dimension, par exemple, que Giscard d'Estaing n'a absolument pas appréhendée. Lui, il avait une vision aristocratique de la société, alors que la France est un vieux pays monarchique. L'Angleterre est un vieux pays aristocratique, bien que l'Angleterre est encore en voie. L'Angleterre a été faite par une aristocratie de toute nature. Pas parce que la France est faite contre les féodalités, l'Angleterre s'est faite par les féodalités. Et donc, deux histoires différentes, deux imaginaires différents et deux places différentes dans l'imaginaire politique, faites à la politique, à la volonté politique et à l'État. En France, c'est l'État qui a fait la société. Aux États-Unis, c'est de cette façon la société qui a fait l'État. Donc, deux rapports à l'État qui sont très différents. Et c'était l'État, la politique, le surnom monarchique, le volontarisme politique sont des dimensions qui s'articulent les unes aux autres au cœur de notre imaginaire politique. Que nous voulions ou non, que nous soyons d'accord ou non avec cela, cette particularité, elle est centrale dans notre imaginaire, à tel point que tous les autres courants se définissent par rapport à celui-là. Donc, moi, j'appelle ça, dans sa version, comme Antoine le grand bonapartiste, il est le continuateur du projet capétien, comme la Révolution française, d'ailleurs, a été une forme d'accomplissement du projet capétien. C'est une espèce de fil directeur dont nous ne pouvons pas nous défaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de girondins, il n'y a pas de décentralisateurs, il n'y a pas d'anarchistes, il n'y a pas de libéraux, mais on voit bien que tous ces courants sont toujours obligés de composer avec le courant central. Et pour aller très vite, le drame de notre époque, c'est que ce courant central n'est plus représenté dans la vie politique. Il n'est plus dans la vie politique. Il y a toujours le besoin, il y a toujours l'aspiration, mais pas forcément, nomme pas forcément cette aspiration. Pourtant, elle est bien là. Et quand la politique ne répond pas à cette aspiration, alors la crise politique survient inévitablement et inéluctablement. D'ailleurs, toutes les grandes crises de l'histoire de France sont des crises qui viennent de la difficulté de la politique à répondre à cette aspiration. Que finalement, toutes les grandes crises françaises sont des crises de l'État.
et que toute reconstruction française commence toujours par une reconstruction de l'État. Toute conception de l'État, mais malgré tout, c'est essentiel. Ça tient, c'est consubstantiel à la nature de notre pays, de même que la centralité de l'État, elle est consubstantielle à sa diversité anthropologique. Et on ne peut pas se défaire de tout ça. Voilà. Pour rebondir sur la façon dont vous plantez le décor, de manière assez d'ailleurs, finalement, la crise du politique que nous vivons aujourd'hui en France ne serait-elle le produit justement de cette disjonction entre l'imaginaire, dont vous avez particulièrement bien parlé, et les réponses politiques qui seraient en déphasage par rapport à cet imaginaire? C'est exactement ça. Ce que nous vivons, c'est une crise de la volonté politique. Une crise du volontarisme politique dans un pays qui s'est fait par la volontarisme, qui s'est construit par le volontarisme politique, qui n'a survécu, ressuscité que par le volontarisme politique. Donc, quel que soit on place le curseur de cette volonté politique, la France ne peut pas se défaire de ce besoin. La crise française aujourd'hui, c'est une crise volontariste politique, elle est d'autant plus aiguë que les politiciens, enfin le système politique, c'est lui-même défaussé de tous les moyens du volontarisme politique. Donc, il ne peut plus répondre à cette aspiration de plus en plus pressante. Ce n'est pas un rejet du politique auquel nous assistons. C'est une frustration du volontarisme politique. Je crois qu'il faut, pour vraiment comprendre cette crise, il faut comprendre ça. C'est à la fois très simple et parfois très difficile à admettre, mais c'est pour ça. On retrouve après tous les sujets dont on devrait débattre. D'ailleurs, dans le débat public, dont on ne débat pas. C'est la centralisation, l'État, qui font qu'à la fin, le volontarisme politique n'est plus simplement possible dans l'état actuel du fonctionnement de nos institutions. Et on répond à ça en général, on va encore plus loin dans le démantèlement, comme si l'aspiration de la société était toujours en état de politique. On confond l'opprobre dans laquelle se trouvent confrontés les responsables politiques avec le besoin politique. On va revenir sur cette constance des imaginaires, mais donc là, je vais me tourner à la fois vers Frédéric Rouvillois, vers Olivier Dahl, et puis également vers Virginie Martin. Peut-être tout de suite vers Frédéric Rouvillois. Bon, les imaginaires, c'est aussi une matière qui peut évoluer. Et vous abordez finalement une question qui est, je veux dire, au sens peut-être de cette dynamique des imaginaires, au centre de cette dynamique des imaginaires. Dans votre article, c'est la question des utopies. Comment finalement le lien se fait entre l'imaginaire et l'utopie. Et si je vous ai bien lu, je crois que vous avez bien lu, en l'occurrence, c'est que finalement, vous nous dites les utopies sont presque l'antithèse des imaginaires, ou en tout cas, au moins de la notion d'imagination. Absolument. Et dans ce sens, il y a moins une évolution, un déplacement qu'un effet d'illusion et d'apparence. Spontanément, l'utopie, qu'est-ce que c'est que sinon le lieu absolu du déploiement de l'imaginaire, comme son nom lui-même l'indique, hein, utopie, le lieu qui n'est pas. Donc, ça suppose effectivement un déchaînement dans tous les sens de cette imagination, de cet imaginaire, la création d'images spécifiques qui n'ont jamais été développées auparavant. Et effectivement, ce sont des choses qu'on touche un petit peu dans les grands textes de l'utopie classique, de Thomas More à Campanella jusqu'au contemporain. Sauf qu'en même temps, justement, Thomas More il nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant, de très révélateur sur lequel je développe dans mon papier. C'est que l'utopie, ce n'est pas que l'utopie. Il y a à la fois, dit Thomas More, ou plutôt elle dissimule autre chose. L'utopie dissimule, dit-il, l'utopie. Donc un petit jeu de mots
entre le U privatif et le EU, qui est le lieu qui fait l'utopie, le lieu du bien, autrement dit le lieu de la perfection, la réalisation de la perfection. Et on voit justement la contradiction à ce moment-là immédiate entre les deux. L'utopie semble être propice au déchaînement des imaginaires. L'utopie, en revanche, c'est-à-dire le projet d'établir un système absolument parfait, va radicalement à l'encontre, au fond, de cette, même, je dirais, de cette possibilité de l'imaginaire ou de l'imagination au sens de liberté de chacun, etc. Bref, la perfection pose l'idée sur laquelle il est impossible de s'en remettre au hasard et au risque de l'imagination. Et donc voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé et amusé dans ce petit papier qui reprend ce sur quoi je travaille depuis très longtemps, depuis ma thèse finalement. Voilà, les contradictions de l'utopie par rapport notamment à cette question de l'imagination, avec par exemple le fait qu'au XIXe siècle, celui qu'on présente parfois comme utopiste par excellence, Fourier, explique que pas du tout, lui c'est très sérieux. Certes, il imagine un monde à venir dans lequel les bateaux seront tirés par des baleines, dans lesquels les lions discuteront avec les gazelles et dans lesquels les hommes auront une queue avec un œil au bout. Mais en même temps, il explique que c'est très sérieux, que ça n'est pas du tout, c'est pas du tout de la rigolade. Et ses disciples, les fourriéristes, expliquent que voilà, en fait, le fourriérisme, c'est une véritable découverte scientifique, c'est un nouveau monde. Lorsque Fourier parle de nouveau monde, il parle de nouveau monde comme Christophe Colomb ayant découvert l'Amérique, au fond. C'est ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une espèce de construction mentale rigolote comme les surréalistes ensuite vont nous faire croire un siècle plus tard en reprenant ça. C'est tout à fait sérieux et au fond, ce qui est très amusant aussi et très intéressant sur le XIXe siècle, c'est qu'on connaît tous évidemment les pages de Marx et d'Engels dans le manifeste du Parti communiste en 1848, expliquant pourquoi leur socialisme est scientifique et pourquoi le socialisme des autres ne l'est pas et est utopique. Sauf qu'en réalité, tous les utopistes au XIXe siècle revendiquent cette scientificité et affirment que ce sont les autres les utopistes. Fourier nous dit que l'utopiste, c'est Saint-Simon, que c'est Owen, que c'est Cabet. Cabet nous dit que c'est... voilà, c'est un argument pour disqualifier la concurrence. C'est un argument pour disqualifier la concurrence, et c'est une certitude que soi-même, c'est-à-dire en fait l'utopie qu'on a mis en place, autrement dit, le projet d'accès à une perfection humaine, immédiate, l'établissement véritable d'un paradis sur Terre, effectivement, relève de la science, de la pratique, et notamment d'un rejet, et même je dirais, ce que j'ai montré à la fin, d'une élimination, d'une extermination de l'utopie. Et ici, très souvent, en fait, pour comprendre l'utopie, il faut voir ce qu'en dit la contre-utopie, la dystopie, qui est un élément extraordinairement révélateur de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant à cet égard, c'est que l'une des premières grandes dystopies du XXe siècle, le Nous autres de Zamiatin, donc, qui part en 1920, donc tout début de l'ère soviétique, est notamment centré sur cette thématique-là. Il est centré sur deux thèmes. Le thème de la transparence, puisque c'est une cité qui est entièrement construite en verre, pour que chacun puisse observer tous les autres et donc finalement être prêt à dénoncer toutes les déviances. Et du reste, on aurait pu développer sur la transparence comme anti-imaginaire. Et par ailleurs, comme le roman se termine par la grande découverte qui conduit à ce qu'on appelle la grande opération, c'est-à-dire l'ablation chirurgicale des zones dans le cerveau qui déterminent l'imagination. Et le fait que les citoyens de cette
de ce pays radieux sont appelés, librement d'ailleurs, à aller se faire opérer, à se faire trépaner pour supprimer finalement l'imagination en expliquant que celle-ci est l'ultime barricade qui empêche d'aller vers le bonheur à 100%, et qu'une fois que tout le monde sera opéré, eh bien, tout le monde pourra enfin être heureux, aussi heureux que les machines. Voilà. Et voilà, je passe immédiatement la parole aux spécialistes. On va parler de Raoul Girardet tout à l'heure également, mais juste un point pour peut-être préciser votre pensée et préciser le contenu de votre article. En fait, si je comprends bien, l'utopie, le projet utopique, c'est finalement un projet politique qui en vient à tordre les imaginaires des peuples pour finalement imposer une vision qui est une vision un peu constructiviste de l'avenir. Disons qu'en réalité, l'utopie impose son propre imaginaire. Elle impose un imaginaire qui est en sorte normé, orthodoxe, unique, obligatoire. Voilà, c'est la même imagination ou même imaginaire pour tout le monde, en quelque sorte. Hein. Donc, un imaginaire qui va à rebours de ce qu'on considère comme étant l'imaginaire. Et du reste, à cet égard, l'article de Brunto sur le bonheur totalitaire dans la revue est tout à fait intéressant. Il va tout à fait, au fond, dans le même sens. Hein. On promeut des images, un imaginaire, une espèce de vision du bonheur totalitaire qui, voilà. On prend tout à fait en lisant cet article sur le bonheur totalitaire et en corrélation avec mon papier, à quel point, au fond, on est dans la même problématique. Et à quel point l'utopie n'est finalement que, voilà, l'utopie, c'est le discours du totalitarisme. On reviendra sur cette question, et j'ai une question tout de suite, mais je laisse réfléchir pour y répondre, savoir comment Henri Guénaud juge le projet européen. Est-ce que le projet européen, tel qu'il est construit à travers l'Union européenne, est un projet utopique? Je vous laisse maturer votre réponse. Je vais passer tout de suite la parole à Virginie Martin. Virginie, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement bien, Arnaud. Alors, toi, dans ta contribution, tu abordes la question de la fiction et de l'imaginaire et comment, notamment à travers un objet, les séries, un objet que tu as étudié dans ton dernier ouvrage, Le charme discret des séries. Et est-ce que les séries aujourd'hui sont un sismographe de l'évolution des imaginaires, ou est-ce que finalement elles contribuent aussi, d'une certaine manière, à produire un nouvel imaginaire? En fait, ça dépend aussi de leur audace, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, je parle beaucoup dans le livre, peut-être un petit peu moins dans le papier, je peux peut-être le regretter maintenant, de soft power. Et ce soft power, finalement, il est très américain, il peut être asiatique, il peut être anglais, mais il est relativement peu fort en France et en Europe continentale d'une manière un peu plus précise. Donc, on peut peut-être le regretter. Du coup, finalement, si les séries, ou en tout cas la fiction d'une manière générale, construit une partie du réel ou une partie de nos représentations, en tout cas, finalement, la France, dans cette bataille politique, est un peu absente et on peut le regretter. Puisqu'évidemment, finalement, pour répondre à ta question plus précisément, les séries ou les fictions à la française collent beaucoup plus à la réalité. Pensons tout de suite à Baron Noir, pour ne pas le citer. En revanche, les fictions peut-être plus outre-Atlantique, mais aussi outre-Manche ou en Asie, elles vont beaucoup plus loin et elles imaginent, elles proposent et elles vont finalement nous acculturer à d'autres environnements. Et évidemment, ça va aller comme ça a été dit tout de suite avant, jusqu'à la dystopie, puisque les dystopies sont pléthores évidemment dans le monde des séries, des dystopies souvent sous les mondes de la surveillance, de la catastrophe écologique, des tensions de classe notamment, mais pas que. Donc ça, c'est très important. Mais voilà, donc on peut regretter si on estime qu'on est même au-delà de ce qu'Umberto Eco disait, c'est-à-dire que la fiction ordonne en définitive notre réel. L'imaginaire permet d'ordonner notre réel. Et même pour aussi tous les gens qui travaillent et les sociologues qui travaillent sur les représentations sociales,
On sait combien dans les représentations sociales, les éléments de fiction sont importants. Et là, on parle particulièrement en plus de culture populaire, hein, donc ça va toucher beaucoup, beaucoup de gens, souvent dans un acte de très grande familiarité. Donc ces représentations sociales, elles sont forgées aussi par ce genre d'outils culturels. Et donc finalement, petit à petit, elles façonnent les représentations, elles peuvent guider les actions, et elles sont, pour reprendre le mot qui a été dit tout à l'heure, quelquefois très volontaristes. Politiquement volontaristes, j'entends bien, hein, je reste là-dessus, bien sûr, et elles sont politiquement très volontaristes. Donc, on va au-delà, Umberto Eco disait donc, la fiction narrative permet de mettre de l'ordre, mais là, ça va encore plus loin, c'est que ça permet d'imaginer, de représenter, peut-être d'avoir un projet politique très fort, et finalement de nous le distiller petit à petit, comme peu à peu réel, faisable, envisageable, parce qu'il passe à travers l'image, le fictionnel, le narratif et tout cela. Donc ça, c'est vraiment très important. Et évidemment, plus globalement, on ne peut pas ne pas penser aux travaux sur la bataille culturelle, façon Gramsci ou autre, c'est même plus le problème aujourd'hui, mais cette bataille culturelle, elle est aussi très forte puisque les séries jouent beaucoup quand même avec nos représentations de la réalité, d'une réalité politique peut-être à venir. Je finis juste un tout petit mot là-dessus. Peut-être tout le monde ne le sait pas, même si ça a été beaucoup, beaucoup dit depuis, mais rappelons-nous quand même que cette série qui s'appelait Serviteur du peuple, qui était donc une série qui mettait en scène un certain Volodymyr Zelensky en Ukraine. Et dans cette série, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont toujours pas eu cette information depuis, dans cette série, en fait, sponsorisée par un milliardaire ukrainien, propriétaire d'une télévision en Ukraine, il a pris cet acteur, Zelensky, et lui a fait jouer le rôle d'un petit prof d'histoire géo dont les étudiants, les élèves, ont voulu absolument qu'il se présente à la présidence de l'Ukraine. Et finalement, il finit dans la série par être président de l'Ukraine et donc il s'est en plus acheté à ce moment-là un air frais de l'acteur, et puis il racontait dans cette série combien le pouvoir était corrompu, comment il allait faire différemment, etc. Vous connaissez mieux que moi la suite de l'histoire. Zelensky, quelques années après, 1 an ou 2 après la fin de la série, est devenu vraiment donc le président de l'Ukraine. Donc on voit, et je ne fais pas de parallèle avec la France, mais vous les faites tout seul, on voit à quel point on habitue à la fois notre regard, on crée aussi des personnages fantastiques, des personnages de fiction qui deviennent des personnages de réalité et qui aujourd'hui sont à la tête de ce conflit au cœur de l'Europe, pas évidemment en victime plus qu'en tête, on se comprend bien, mais vous voyez un peu à quel point, et c'est ce que j'appelle, en conclusion de mon papier, l'iconopolitique, en fait. Est-ce qu'on n'en est pas là, finalement, où il y a un tel enchevêtrement, une telle folie d'hybridation entre réalité et fiction qu'on ne sait plus finalement qui de quoi devient la cause, la conséquence, la corrélation, etc. Donc, pour répondre et pour conclure sur ce point peut-être, tu vois, ça va peut-être encore plus loin que ça ouvre encore plus de portes qu'on ne pourrait encore l'imaginer, de comment, de cette culture ultra populaire, on s'ancre dans une réalité bien concrète et très politique. Merci Virginie. Enfin, si je te suis bien, la fiction précède la réalité, en l'occurrence, ou la crée même, presque d'une certaine manière. On reviendra dans quelques instants sur ton papier et sur ce sujet. Alors, pour terminer ce premier tour de table rapide, maintenant je me tourne vers Olivier Dard, qui lui consacre son papier à finalement quelqu'un qui est un des premiers, peut-être, à avoir exploré, en tout cas dans la tradition intellectuelle française, ce type d'objet, c'est Raoul Girardet. Et dans le papier que vous produisez pour la revue, vous revenez sur ce livre, qui est un livre classique de Girardet, Mythes et mythologie politique.
peut-être en quelques mots résumer ce que constitue cet ouvrage et les voies qu'il explore. Alors, d'abord, je dirais que c'est, chers amis, vous, moi, Stéphane, qui m'ont demandé de faire cette édition Girardet. Tout à fait. Mais j'étais ravi de le faire. J'aime beaucoup Girardet, que j'ai eu en son temps comme professeur à Sciences Po, et je considère par ailleurs que ce livre, effectivement, Mythologie politique, est un livre tout à fait fondamental parce que j'en étais moi-même servi quand j'avais travaillé sur le mythe du complot, et en particulier le mythe du complot synergique. Mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans le cas de Girardet, je dirais, c'est trois choses. D'abord, c'est qu'on est effectivement, Arnaud le disait, en présence d'un historien qui a choisi d'investir le mythe politique, l'imaginaire politique en historien à un moment où les historiens ne le faisaient pas. Et de ce point de vue, lorsque on regarde la bibliographie de Raoul Girardet, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il voit beaucoup et il utilise beaucoup, lui qui était un spécialiste aussi de l'histoire des idées politiques, il utilise beaucoup un certain nombre de références tirées de l'anthropologie, il utilise beaucoup évidemment Lévi-Strauss, il utilise également beaucoup un auteur qu'on a aujourd'hui, à mon avis, peut-être un peu trop oublié, c'est Gilbert Durand, qui est tout à fait, qui reste à mon sens un auteur tout à fait essentiel, qui lui travaillait sur la question de l'imaginaire, mais qui n'était pas du tout historien, et Girardet aussi puisait dans son propre itinéraire politique. Je rappelle que Girardet vient de l'Action française, ensuite passé à la Résistance, etc. Et parmi les auteurs qu'enseignait en particulier Girardet, il y avait Georges Sorel, et la question de mythe, évidemment, chez Sorel, est absolument fondamentale. Alors, Girardet part de tout cela, et deuxième point, essaye de revisiter l'histoire contemporaine de la France, 19e, 20e siècle, autour de cette question du mythe. Et il va en isoler 4, je ne vais pas évidemment développer le moment ici, mais les 4 mythes qu'il isole sont en même temps très importants peut-être à remettre en perspective par rapport à notre immédiateté, à notre contemporain. Ces 4 mythes sont le mythe de la conspiration. Aujourd'hui, on parle beaucoup de conspirationnisme, etc. Attention, c'est une très vieille affaire de l'antisémitisme à l'antinationalisme, à l'antisémitisme, bien entendu. Deuxième mythe très important, le mythe de l'unité, sur lequel il insiste beaucoup. Il insiste également beaucoup sur l'âge d'or. Et là aussi, j'y reviendrai dans un instant, ça me paraît très intéressant et très important parce qu'aujourd'hui, dans toute une série de discours que l'on entend, en particulier sur un mode un peu nostalgique, on a tendance à considérer que ce serait peut-être la première fois que ce pays serait nostalgique. En réalité, on a le sentiment que c'est une nostalgie presque permanente, et c'est ce que je vais revenir. Et dernier élément, bien sûr, le mythe du sauveur. Alors, ce mythe du sauveur, Girardet le travaille plutôt avec toute une série de figures, alors en particulier du général de Gaulle au maréchal Pétain, et c'est d'ailleurs Pétain qui est sur la couverture de son livre. Alors, je ne résume pas évidemment les propos de Girardet et toutes ses analyses sur la question du mythe, mais je voudrais, dans un troisième et dernier temps, justement finir sur la question de l'actualité de Girardet. Girardet avait sorti ce livre pour la première fois en 1986. Il n'y était pas vraiment revenu. Il est mort depuis 2013. Le livre a continué d'être réédité, mais évidemment, il n'a jamais été repris. Simplement, il reste, à mon avis, extrêmement actuel, à une condition peut-être, et c'est, je dirais, la réserve, mais la nuance que j'apporterai au propos de Girardet, c'est que Raoul Girardet, finalement, entend régulièrement lier la question du mythe et qu'il s'agisse du sauveur, etc., de l'unité, à la question des cultes. Finalement, Girardet nous explique qu'au fond,
eh bien, du point de vue des temporalités, des séquences socio-historiques qu'il dégage, finalement, le mythe s'articulerait aux crises. En réalité, j'en suis moins convaincu que lui, car on peut tout à fait avoir le sentiment, quand on relit un certain nombre d'extraits de Girardet, et j'en ai choisi un sur lequel je vais conclure, si je le retrouve, il parle, en particulier à propos des crises, de ce qu'il appelle l'accélération brutale du processus d'évolution historique. Très bien, mais quand il nous parle de l'accélération ou des ruptures, écrit en 1986, j'ai envie de vous dire, on est en 2022 aujourd'hui, ou alors on est en crise permanente, si vous voulez, on est en accélération permanente. Je crois qu'il y a peut-être autre chose à convoquer. Je reviens pour ma part sur toute l'importance de Weber, de la question du désenchantement du monde, ce qui me paraît tout à fait fondamental, un rapport à la modernité qui est la nôtre, qui est le nôtre, pardon, qui, à mon avis, pose problème et fait question par rapport justement à nos héritages. Et, me semble-t-il, ce qui est tout à fait frappant, et je termine là-dessus, c'est toute l'importance qu'il y a chez Girardet, au-delà des exemples connus sur la conspiration et sur le sauveur, à l'importance du mythe de l'âge d'or. Moi, je suis très frappé d'observer à quel point aujourd'hui cette question de l'âge d'or est également présente, hein, au point d'ailleurs, c'est très frappant, on a tendance aujourd'hui à présenter les années 60 comme les années de l'âge d'or, les années 70. Des fois, les gens disent mais les années 80, c'était tellement bien. Sauf que les contemporains n'avaient absolument pas le sentiment de l'âge d'or. Donc tout ça est effectivement une forme de construction. Et il est peut-être important de se rendre ici, c'est que expliquer ce recours à ces mythes passe peut-être à autre chose que la prise en compte de la mission de culte et moins opératoire peut-être que le plan de Girardet. Alors juste, je vais peut-être là tourner vers Stéphane Rosette parce qu'il y a quelque chose qui, en effet, m'interpelle dans ce que vous dites, c'est le lien que semble faire quand même Girardet entre le mythe et la crise. Est-ce que finalement les crises réactivent d'une certaine façon les imaginaires et que les périodes de routine les endormiraient? Oui, en tout cas, dans la limite à laquelle je suis arrivé, et puis quand il y a un dysfonctionnement entre les imaginaires du peuple, c'est-à-dire la façon dont ils s'approprient le réel au travers d'images, de croyances, de représentations, et qu'ils construisent ici et maintenant des institutions, des régimes religieux, politiques, et la façon dont ils vont structurer leurs rapports sociaux. Et selon moi, dans l'histoire, le terme que j'utilise, imaginaire tout bassement du cours des choses, ce qui fait l'histoire, ce n'est donc ni les idées, ni les forces matérielles, mais les cohérences ou incohérences entre les imaginaires comme matrice d'appropriation du réel et les formes institutionnelles, politiques et les rapports sociaux. Et donc, dans l'histoire, il y a des moments de relative harmonie entre la dimension culturelle comme matrice ou bassement et le réel et l'articulation croyances, institutions, rapports sociaux. Henri Guénaud l'a dit, le moment que nous connaissons en France, qui fait que nous sommes les plus dépressifs au monde, c'est que seul chez lui, l'État, du fait de son histoire, peut se retourner à son point contre l'imaginaire de la nation. C'est-à-dire que la malédiction française vient de ce que dans les autres pays, spontanément, la nation, le peuple,
se donnent des institutions. Or, comme chez nous, la France s'est constituée autour de l'État, que l'État précédait la nation, il est possible, comme dans le cadre de l'Union européenne, que l'État demande à la nation d'intérioriser des principes contraires à son imaginaire. L'imaginaire de la nation française, c'est de se projeter dans une vision politique, un volontarisme politique. Or, l'État demande au contraire à la nation d'intérioriser des contraintes économiques adaptées au néolibéralisme et à l'imaginaire allemand orno-libéral. Donc, pour moi, la crise, c'est quand il y a dysfonctionnement entre les représentations culturelles d'appropriation du réel et les formes sur le moment que prennent à l'intérieur du creuset de l'imaginaire. Alors, c'est ça qui explique, alors que tout devrait faire que le progrès devrait advenir, du fait des progrès techniques, technologiques, économiques, les peuples régressent. Et selon moi, nous allons vers les guerres parce que les modalités de la globalisation néolibérale sont contraires à la mondialisation mosaïque d'imaginaires différents. Ce sont les sociétés qui ont fait la globalisation néolibérale. Les sociétés voulaient de plus en plus. Ça s'est fait à un tel rythme, avec une telle déstructuration des imaginaires des peuples, qu'en réaction, ils retournent à leurs archaïsmes et ils vont mener des politiques qui ne vont plus être guidées par le simple intérêt économique. Les frapper Angela Merkel, j'en ai parlé avec le président Hollande, avec lui parlant de Poutine, il est irrationnel. Il est irrationnel. Non, il n'était pas allemand, il était russe. C'est-à-dire que pour Merkel, allemande, d'après 1945, il n'avait pas lu ce que disait Armin Schwinger sur comment les Allemands étaient passés du nazisme à leur néolibéralisme. Pour elle, un peuple ne peut faire qu'en fonction de son intérêt économique. Et donc, elle est dans un lien, on ne comprend pas. On fait des pressions économiques sur Poutine et il s'en fait, il continue. Donc, chaque peuple a son imaginaire, voit le réel en projetant sur les autres ce qu'il est. C'est ce monde des dysfonctionnements. Et le poids de la technique, de l'économie, du numérique, encadré par une pensée néolibérale dont les Français, dès le départ d'Orsay-Montesquieu, ont été à l'origine. Le néolibéralisme, ce qui fait qu'il y a des néolibéraux de droite et de gauche, il n'y a pas, je distingue donc néolibéralisme et ultralibéralisme, ça n'a rien à voir selon moi. Donc la crise vient des dysfonctionnements internes entre les imaginaires des peuples et les formes qu'ils prennent à un moment donné pour faire face au réel. Et là, nous sommes sous l'empire d'une globalisation néolibérale qui déstabilise la mondialisation mosaïque de peuples aux imaginaires différents. Merci Stéphane. Alors là, je vais rebondir vers Henri Guénaud par rapport à la question que je lui ai posée tout à l'heure sur la question de est-ce que finalement la construction de cet objet politique très spécifique que constitue l'Union européenne est finalement un projet qui obéit à ce registre utopique dont vous parlez de Frédéric Leboulois, et donc ça serait un projet qui irait à l'encontre presque, qui serait contre nature d'une certaine manière avec l'imaginaire des peuples. Et est-ce que, pour aller peut-être un peu plus loin, est-ce que nous autres Français ne projetons pas dans ce projet politique et l'Union européenne finalement une certaine forme de notre imaginaire, c'est-à-dire en d'autres termes faire une France en plus grand à travers l'Europe, et que bien évidemment nous nous heurtons à d'autres imaginaires qui eux sont en distance par rapport à ce projet politique.
en même temps, c'est nous qui résistons au fond, qui gère le plus à ce projet politique. Pendant plusieurs temps. Premièrement, oui, je pense que le projet européen répond exactement à la définition de l'utopie. Ça simplifie à l'extrême notre pensée, mais c'est-à-dire un imaginaire totalitaire, c'est essayer de superposer, avec lequel on essaie de remplacer l'imaginaire de la société, des tâches. Oui, c'est l'imaginaire totalitaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pense de façon en vase clos, un système clos, on va de toute force essayer de faire avaler à chacun des c'est pour ça que ça ne marche pas d'ailleurs. Cette partie-là ne marche pas. On continue à faire des institutions, on continue à. Mais ça ne marche pas, ça ne fait qu'aggraver la crise démocratique. Parce que, au fond, personne ne s'y retrouve, personne ne s'y reconnaît. Pour les uns, c'est pas assez, pour les autres, c'est trop. Et on voit bien d'ailleurs, on surgir même dans le droit. Mais on voit bien que quand ça coince, on invente quelque chose pour essayer de décoincer, comme une tradition constitutionnelle, par exemple. Les arrêts de la Cour Karlsruhe, oui, mais quand même, hein, c'est à la fin des fins, la compétence de la compétence appartient au peuple allemand. Bon, on vous accorde que ça peut passer, mais ça pourrait ne pas passer. Voilà, je résume de façon un peu triviale le sujet. Et puis, par ailleurs, vous avez les institutions européennes. Alors, il y a eu ce débat absolument hallucinant, pour moi tout à fait hallucinant, sur le rapport entre le droit communautaire et le droit national, qui est parti, qui est très intéressant dans son point de départ, puisque le point de départ, c'est la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, qui dit le droit constitutionnel polonais est supérieur au droit européen. Et moi, dans toute l'Europe, alors, et moi, parce que ce sont des Polonais, que c'est un régime libéral, mais et moi, le plus intéressant est celui de la Commission européenne et de la Cour de justice, qui dit c'est les seules institutions qui en Europe pensent vraiment que le droit communautaire est supérieur au droit constitutionnel, c'est la Commission et la Cour de justice. Il n'y a dans aucun pays, aucune institution, ni même aucune juridiction, aujourd'hui considère que le droit constitutionnel, que la constitution du pays est inférieure au traité européen. D'ailleurs, en France, quand il y a une distorsion entre le traité et la constitution, on est obligé de changer la constitution pour que le traité soit acceptable. Donc, c'est bien, on pourrait faire le contraire, on pourrait dire le traité est contraire, on ne change pas la constitution. Donc, ça prouve bien que la constitution, elle est supérieure, ça ne se discute même pas en droit. Ce qui se discute, c'est le rapport de la loi, le rapport de la loi au droit communautaire. C'est assez extraordinaire parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais soumis à aucun peuple européen. Le problème, on n'a jamais soumis, c'est-à-dire que la France n'a jamais ratifié un seul traité, ni par son congrès, le Parlement de l'Union congrès, ni par le référendum, ni par l'article 89, ni par l'article 11. On n'a jamais demandé ni aux Français ni à ses représentants d'approuver la supériorité du droit communautaire sur le droit national. Je parle de la loi par rapport au droit communautaire. Jamais, c'est une invention jurisprudentielle de la Cour de justice. Et puis, une évolution de nos jurisprudences nationales en France. La contestation en 75 du Conseil d'État en 1989. Oui, donc on a quand même vécu en France, dans notre droit public, pendant 25 ans, sous l'empire de l'interprétation jurisprudentielle qui disait que la loi était supérieure au traité postérieur à celui-ci et que le traité était supérieur à la loi postérieure. C'est-à-dire la dernière expression de la volonté du législateur. On a essayé d'introduire cette
une fois qu'on a abandonné ce principe, on a affirmé, soi-disant, l'article 57 de la Constitution, que le traité était supérieur en tout état de cause et en toute circonstance à la loi. Une fois qu'on a eu donc abandonné le principe de loi étrangériste, on a fini par essayer de réinscrire dans le texte cette supériorité de la loi, de la Constitution, de la personnelle. C'est le projet de constitution. Alors, c'était très intéressant. Il y avait un article très intéressant du président de la Cour de justice, un article, une interview dans les Échos à l'automne dernier. Et il dit oui, alors on l'a mis dans la Constitution européenne, puis il y a eu les deux référendums négatifs. Alors, on a enlevé tout ce qui pouvait ressembler au prélude d'un État fédéral. Mais rajoute-t-il, là, c'est délicieux, nous en avons gardé la substance. Et alors, cette disposition, toujours, on l'a mise dans une déclaration annexe, la déclaration 17, il faut aller la lire, parce que c'est extraordinaire, mais ça dit beaucoup de choses sur ce que l'Europe, c'est dans cette annexe qui n'a aucune valeur, non seulement n'a aucune valeur juridique, mais n'essaie même pas de poser une norme juridique. Elle se contente de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice de 64 et elle y ajoute un avis de la direction juridique, alors je ne sais plus si c'est du Conseil européen ou de la Commission, c'est l'avis de la direction juridique d'un des deux. Voilà, on est très très loin du droit, de la souveraineté des traités, de leur valeur juridique. Donc, ce débat surréaliste, ce débat qui s'est engagé était surréaliste, parce qu'on avait l'impression de violer l'Europe, de violer les traités, de violer notre parole, si on pensait qu'il fallait rétablir, il fallait inverser la hiérarchie des normes. En fait, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à changer les imaginaires des peuples, qui sont le fondement, mais je vais revenir sur cette question des différentes strates d'imaginaire, mais sont le fondement de l'existence d'un peuple, et donc d'une démocratie qui a besoin d'un peuple pour être une démocratie. On n'y arrive pas, alors on essaie par tous les moyens de contourner, on le fait implicitement, on le fait dans le goût des gens, on le fait dans le dialogue de juridiction, on le fait dans les jurisprudences, personne n'a vraiment prise, tout est à l'avenant, y compris sur un sujet aussi décisif que celui-là, parce que celui-là, il est au cœur de la crise démocratique, puisque par le biais de la hiérarchie des normes, on déresponsabilise complètement le politique. Le politique fait des promesses la veille des élections, puis le lendemain, il dit bah, il ne peut rien. Il ne peut rien parce qu'il y a le droit européen, et puis il est supérieur au droit appliqué. Ça, c'est intenable. Il n'y est pour rien. C'est-à-dire que la responsabilité politique disparaît. Donc même la morale de la politique disparaît. Si vous rétablissez la hiérarchie des normes sous la version qui était celle de la jurisprudence celle de la 189, vous rétablissez la responsabilité politique. Ça n'oblige pas la majorité et le pouvoir exécutif à voter une loi contraire à une disposition d'un traité, pour toutes les dispositions des traités. Ça veut dire que le pouvoir politique décidera, quand ça lui paraît très important, quand les conséquences en termes de crise politique lui paraissent acceptables, il viendra devant le peuple dire ah, voilà, j'ai décidé de faire voter une loi qui est contraire pour telle raison, et je l'assume. Ou bien, j'ai décidé, malgré les pressions, de ne pas faire voter une loi étrange, une loi qui soit contraire à la disposition de traité, parce que je considère que les conséquences ne sont pas acceptables, sont mauvaises, et je l'assume. Donc c'est vraiment au cœur de la question de la prise de la responsabilité politique. Et là, on retrouve l'imaginaire, c'est-à-dire que ni la responsabilité politique, ni la démocratie, ni aucune forme d'organisation sociale peut se placer dans l'imaginaire auquel elle s'adosse, dans lequel elle puise son inspiration, ses racines.
Et alors, ça m'amène à une remarque après cette discussion qui était d'abord sur la revue. Très intéressant parce que pour traiter cette question, on voit bien qu'il faut une multiplicité de points de vue, une multiplicité d'entrées, et qu'on parle en réalité d'une multiplicité de choses sous le même mot et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'imaginaire, comme il y a plusieurs conceptions du mythe, il y a plusieurs types de mythes. Il y a les mythes fondamentaux qui tiennent à qui sont enracinés, qui sont induits par la nature humaine. Prenez du mythe de l'âge d'or, par exemple. Le mythe de l'âge d'or, il a une très grande profondeur anthropologique. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de l'âge d'or des années, c'est très vivant dans mon imaginaire des 30 Glorieuses, oui, je trouve que par rapport à ça, c'est l'âge d'or, mais c'est une version dégradée de ce mythe tout à fait fondamental qui, lui, perdure de millénaire en millénaire et continuera de perdurer de millénaire en millénaire, et qui se rapproche à une conception du temps, à l'éternel retour, etc., de l'éternel présent, et qui cohabite d'ailleurs dans notre, y compris dans notre vision moderne, c'est-à-dire le temps cyclique, le temps de l'histoire. Ah, mais ça, c'est la profondeur anthropologique qui est, j'allais dire, universelle. Voilà. C'est comme est universel le émissaire, par exemple, qui entre en rapport avec notre façon humaine de canaliser notre violence, notre instinct. C'est la première remarque. Quand on parle de mythe, on est vraiment sur plusieurs niveaux de degrés de profondeur. La mémoire concerne l'imaginaire de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a l'imaginaire profond, l'imaginaire qui se perd, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, qui n'est pas constant, évidemment, mais qui est, il est un peu comme un poème de Verlaine, cette femme qui n'est jamais tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et il en va de même d'ailleurs, par exemple, pour l'image de Dieu, Dieu monothéiste transcendant, il est toujours le même en réalité, même dans notre façon d'apprendre, il n'est jamais tout à fait le même au cours des millénaires. Mais on ne se rend pas compte de la modification, de la transformation infinitésimale de cette idée, de ce concept. Voilà, c'est cette figure, c'est une figure d'éternité. C'est là. Enfin, troisième remarque, moi j'ai toujours un problème, de plus en plus, peut-être un peu glissant, avec la notion de réalité. Je pense que c'est la notion la plus compliquée et la plus ambiguë de la philosophie occidentale. Et celle qui vous pose le plus de problèmes. C'est-à-dire, il n'est pas possible, si tout ce qu'on a dit est vrai sur c'est un principe ordinateur, tout ce qu'on a dit par d'autres entrées, c'est-à-dire que ça ordonne le monde, oui, mais nous n'avons aucun moyen d'appréhender ce que nous appelons le réel et la réalité sans passer par des représentations. Et ça, c'est vrai pas seulement pour la politique, c'est vrai pas seulement pour la sociologie, c'est vrai pas seulement pour la psychologie, c'est vrai aussi pour la science, c'est vrai pour les sciences les plus dures. C'est-à-dire nous n'avons pas de moyens. Et d'ailleurs, la grande révolution scientifique occidentale du 15e, 16e siècle, c'est une révolution platonicienne. C'est-à-dire que c'est une révolution qui assume encore plus cette idée de la représentation. Et la physique du 19e siècle et du 20e nous a appris que les résultats d'une expérience dépendaient de la manière dont nous concevions l'expérience. Que c'est l'histoire, en fait, on connaît. Quand on était au lycée, on étudiait la lumière. Alors, on avait les formes de Fresnel. Après, on passait la lumière, on dit, regardez, on a des interférences, donc c'est une onde. Et après, on fait l'expérience de l'effet photoélectrique. Là, la lumière, c'est un grain. Donc, la lumière, c'est un grain ou une onde. Après, on essaye, on va faire tout ça, on fait la mécanique ondulatoire, et puis
Et en fait, le réel de la science, il est contingent à la manière dont, à la représentation que se fait le scientifique quand il montre son expérience en fonction de chercher. Enfin, même je me souviens de la remarque de Poincaré dans la science et l'hypothèse, mais même pour les mathématiques, tout dépend du langage. Selon le langage de la langue, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous ne faites pas des mathématiques de la même manière en fonction de vos structures mentales telles qu'elles ont été, les structures invisibles du langage. Les structures invisibles du langage, elles sont là même quand on fait de la mathématique. Par ailleurs, son idéalisme mathématicien. Donc, c'est très difficile cette histoire d'articulation entre l'imaginaire et il faut regarder l'imaginaire, au fond, en tant que tel. Que je crois aujourd'hui, je ne suis pas très d'accord sur les idées. Enfin, je pense que l'idée, c'est important. Je pense que Kelly a raison, les idées d'Emmanuel Monde. Justement, là où. La politique, c'est l'idée. Tout est idée. Si on admet que l'idée, ça rentre aussi de ces formes de représentation. Bon, et là où il y a un problème, c'est quand l'idée rentre effectivement en conflit avec l'imaginaire profond, c'est-à-dire quand l'imaginaire de l'idée rentre en conflit avec ce dont on ne peut pas se débarrasser, qu'on ne connaît là, qu'on n'est même pas souvent capable d'expliciter, c'est l'imaginaire profond, mais qui vit en nous, qui fait la psychologie des profondeurs des peuples. Hein, c'est pas toujours très bien vu par les historiens, mais sauf par certains. Mais Bourdelle, par exemple, pas accusé d'être dans l'imaginaire, dans l'idéalisme, mais c'est quand même très prosaïque au fond. Et, mais c'est quand même, ça, c'est quand même un acquis très important de la vision normalement de l'histoire des peuples sociaux. Il dit, par exemple, quand il parle de civilisation, il dit que ces personnages, dans la durée de vie, étaient inconsommables, qui seront encore là quand ils n'y seront plus. Donc, nous n'avons pas forcément conscience. Ils viennent structurer à la fois notre conscient et notre inconscient. Ces choses invisibles qui nous disent, qui sont exactement la même chose que pour la linguistique ou les structures invisibles du langage. Mais voilà, tout ça échappe parfois à notre conscient, même à notre appréhension. Et pourtant, c'est là. Pourtant, nous avons la nécessité, même si nous ne les percevons pas, ou nous ne les apprenons pas, ou nous ne les comprenons pas, de savoir, de garder à l'esprit qu'ils sont là. Quand on parlait de l'Ukraine, Poutine, Madame Merkel parle avec son propre ingénieur, encore que la rationalité, elle n'est pas juste des produits de rationalité économique, la pensée de Madame Merkel. La fameuse phrase de De Gaulle sur surtout la Fidel Pasteur, de l'Allemagne de l'Est, etc. Moi, ça m'a rencontré, c'est pas un mot économicus. Je pense que rien dans son comportement ne se réduit au calcul économique, dans sa pensée. Quant à ce qui se passe en Ukraine, moi, je suis effaré justement par le fait qu'on a évacué du débat, du regard que nous portons sur ce conflit, toute idée que l'imaginaire profond des peuples pouvait avoir une importance dans cette affaire. Ça ne peut pas compter. Voilà, forcément, tout ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'allais dire les Américains. Cette histoire, elle a été envisagée, prévue par la plupart des grands penseurs américains de la géopolitique, qu'ils soient anciens secrétaires d'État, universitaires ou autres. Je parlais de Kissinger, par exemple. C'est l'idée, on va ouvrir l'OTAN à tous ceux qui veulent entrer, on va aller jusqu'aux frontières de la Russie. Beaucoup de penseurs américains qui ont dit, franchement, c'est prendre un risque énorme, c'est jouer avec le feu. Mais disons que le comportement des États-Unis sur la scène internationale en général, comme ça s'est passé à 14, bon, souvenir extraordinaire
pas reconstruire les frontières en suivant la ligne clairement définissable, reconnaissable de nationalité, enfin, à plaquer notre idée de ce qui est bien, de ce qui est sur la nouvelle carte, redessiner la carte en fonction de ce que nous pensions bien. C'est encore le discours dominant. Et ce discours dominant, il aboutit à avoir une vision purement moralisatrice du sujet. Mais derrière, il y a des imaginaires différents. On peut se demander si Poutine est tellement Homo soviéticus. Oui, c'est l'ancien UPG, mais ça suffit à l'écrire, vous croyez? Et s'il était devenu slavophile? Et si la Russie était profondément slavophile et que de temps en temps, ça ressort. Voilà, peut-être que là, ça ressort. Peut-être qu'on va le faire ressortir encore plus. Et peut-être que quand ça nous saute à la figure, si ça nous saute à la figure, ça sera peut-être très douloureux pour tout le monde. Bon, tout ça a disparu du débat et c'est le drame. Le drame, c'est qu'on ne pense même pas que ça puisse avoir une importance. On n'a même pas le droit de penser que ça puisse avoir une importance. On va peut-être y revenir dans quelques instants. Juste, je vais poser une question à Virginie Martin, mais je reviendrai sur la question d'utopie, savoir si vous partagez l'idée d'Henri Guénaud que finalement le projet européen est un projet utopique. Mais juste un point. Au sens totalitaire du terme. Oui, j'ai bien compris comme ça. Je crois qu'on a tous compris comme ça. Juste un point, je me tourne vers Virginie Martin par rapport finalement à la taxinomie de Raoul Girardet que a parfaitement évoqué Olivier Dard, c'est-à-dire le mythe de l'âge d'or, la conspiration, le mythe du sauveur, la question d'unité. Est-ce que ces structures profondes, anthropologiques, comme le dit Henri Guénaud, sont présentes finalement et permettent de résumer ce que sont les fictions aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que la grille de lecture de Girardet est opérationnelle pour justement lire une partie de l'objet de travail qui est le tien? Oui, je la trouve plutôt très opérationnelle et même au-delà. Je pense qu'il faudrait vraiment un petit peu, comment te dire, challenger en fait chacune des séries auxquelles on peut penser à la lecture de cette typologie en 4 temps. Mais oui, bien sûr, alors pour évidemment tout ce qui est complot, conspiration, c'est peut-être encore plus fort, le mythe du sauveur, du héros, bien entendu. Là-dessus, j'aurais peut-être voulu rebondir justement en rajoutant aussi, et peut-être ça fait écho aux 2 interventions précédentes, ce qu'on appelle aussi, qui n'est pas forcément dans le prisme de Girardet, mais le mythe de la rationalité. Et je pense que le mythe de la rationalité est quelque chose de très important. Et je crois qu'on est tombé là-dedans en pensant qu'on était tous des êtres très rationnels, qu'on allait voter en rationalité et en conscience, que le politique était excessivement toujours rationnel, que les firmes et les entreprises faisaient des choix toujours rationnels. On emploie beaucoup les mots de stratégie, de contrôle, de tableau de bord, tout ce genre de choses qui sont des outils évidemment qui arrivent beaucoup plus du management peut-être, ou en tout cas de l'économie, et qui ont souvent aussi les atours de la mathématisation. Et aujourd'hui, en tant que chercheur, on le sait bien, on subit sans cesse cette scientificité au regard surtout de sa mathématisation. Et donc, nous sommes censés, nous aussi, chercheurs, être parfaitement dans cette rationalité, et que donc certains ont nommé donc ce mythe de la rationalité surtout des auteurs anglo-saxons et notamment particulièrement anglais, qui ont vraiment donné un coup de pied violent à cette histoire de rationalité. Et ça, c'est vraiment très important. Et on voit bien, on nous apprenait aussi, et Stéphane en sait quelque chose, quand on était, moi quand j'étais très jeune à Sciences Po, que les lecteurs étaient rationnels, qu'ils étaient stratèges, etc. Stéphane, ça te parle tout ça?
Et évidemment, c'était aussi les travaux de notre regretté Philippe Habert, notamment. Et je ne veux pas, évidemment, jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que oui, on peut être aussi, en tant qu'électeur, électrice, stratège, rationnel, qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi. Mais à un moment donné, il y a aussi l'émotion. À un moment donné, il y a la 5e saison de Macron, ou il y a la 3e saison de Mélenchon, où il y a le baron vert avec Jadot, qui ne sera pas là, etc., etc. Mais vous voyez bien que on ne peut pas travailler, et c'est ce que vient de dire aussi Henri Guénaud, on ne peut pas travailler le politique en considérant qu'il n'y a pas d'imagination, de fiction, et évidemment, j'en viens à sortir le mot d'émotion, d'émotion. On ne serait pas pétri de l'émotionnel. C'est comme, vous savez, dans le mythe de l'entreprise rationnelle aussi. Il est impossible de toute façon de prendre des décisions pures et parfaites. On l'a vu pendant la crise du Covid aussi, typiquement. Et ce new management public n'est pas plus rationnel que l'ancien management public ou que sais-je. Parce que tout simplement, on n'a pas toujours toutes les données en ligne de compte. Et à un moment donné, si on ne se heurte pas au réel, on se heurte à nos limites d'humain et d'humaine. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui vient perturber ce mythe de la rationalité pure et parfaite. Et je trouve que là, tout d'un coup, le monde fictionnel, le monde de l'imaginaire, dont moi que j'ai beaucoup décrypté dans mon livre sur les séries, vient justement nous raconter autre chose et vient nous prendre violemment et efficacement, de manière très efficiente dans nos représentations. C'est aussi typiquement chez les jeunes une empreinte très forte aussi. On pourrait parler du monde woke ou pas woke que Netflix valorise typiquement, mais on pourrait aussi parler bien entendu des crises écologiques qui sont énormément mises en valeur, mais aussi, et j'y reviens, du soft power. Et là, typiquement, c'est ce que aussi Bruno Latour raconte dans ses... Enfin, moi, je l'ai mis à ma sauce, mais Netflix est une espèce de plateforme offshore, ne l'oublions pas. Et tout à l'heure, Stéphane parlait du néolibéralisme, de cette globalisation néolibérale un peu folle et très, très, très rapide. Mais Netflix, Amazon et toutes ces plateformes en sont le symbole absolu, absolu. Ils traversent deux choses. Ces plateformes traversent deux choses et viennent défier le politique tout le temps. Elles traversent le temps, elles sont extrêmement rapides, elles peuvent aller plus vite, plus fort, plus loin, et elles traversent l'espace. Et ça, c'est très important. Vous avez aujourd'hui en Jordanie des séries qui sont sponsorisées par Netflix qui viennent complètement bousculer l'ordre jordanien. Vous avez des séries en Inde qui viennent bousculer l'ordre de Modi en Inde, de Erdogan en Turquie, etc. Donc, il y a quelque chose. Vous vous dites, est-ce que cette série, Leïla, pour ne pas la citer, celle qui vient vraiment taper dans le pouvoir de Modi en Inde, vous vous dites, est-ce que finalement Leïla n'est pas plus efficace, efficiente, avec plein de guillemets, qu'une relation diplomatique classique? Qu'est-ce qui va être demain et après-demain? Est-ce que Netflix n'est pas en train, ou Amazon, ou que sais-je, n'est pas en train d'étouffer, d'asphyxier des États, et notamment petits, comme l'Italie ou que sais-je. Donc, voilà. Et finalement, je finirai là-dessus, Arnaud, désolée d'être un tout petit peu longue, parce que aussi, évidemment, toujours dans cette histoire d'émotionnel, beaucoup d'auteurs, il y a un chercheur italien qui travaille là-dessus, sur les séries, qui est sociologue, il travaille beaucoup sur la familiarité, le cocon dans lequel la série vient nous choper, en fait. Elle vient nous prendre dans le salon, elle vient nous prendre dans la chambre, elle vient nous prendre dans un moment d'intimité très particulier, et on est vraiment avec des héros et des héroïnes qui sont The Girl Next Door, The Boy Next Door, c'est le bureau des légendes, c'est Homeland, c'est Fauda, c'est qui vous voulez, mais tout d'un coup, au lieu que ce soit un grand ministre ou un grand discours, ou bien le cinéma où vous devez aller, et comme disait Godard, il faut regarder en haut, là non, vous regardez au creux de votre divan et de votre canapé, et cette familiarité, elle est politique, et elle a des messages politiques à faire passer, et elle est aussi très puissante.
enfin, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas décrypter là trop longuement, mais c'est très riche, mais aussi les conséquences des conséquences sont extrêmement violentes, et je crois qu'on les sous-estime encore un petit peu via cette culture populaire qui, je peux le regretter, est souvent peu regardée par les gens chercheurs que nous sommes et les gens sérieux que nous sommes censés être. Merci Virginie. Olivier Dard, finalement, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, Virginie Martin? C'est qu'il y a une forme d'industrialisation du mythe et qui est extrêmement efficace et qui est au service aussi d'une forme de, j'allais dire, de conception, de vision du politique. Et ça, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Oui, parce qu'il y a des moyens évidemment sans doute supérieurs à ce qui pouvait exister précédemment. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'elle vient de dire, surtout, c'est l'accent qu'elle a mis sur ce qu'elle a appelé le mythe de la rationalité. Je pense que c'est absolument fondamental. Et je dirais peut-être les choses un petit peu autrement, mais c'est à la fois par le prisme historien et par Alphonse, à la fois je me suis quand même beaucoup intéressé dans ma vie, c'était l'histoire de la démocratie. À cet égard, il me semble bien qu'il y a la rationalité, mais il y a aussi la question de la rationalisation. Et la rationalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois, bien entendu, dans l'Europe du XXe siècle, entre autres, pas l'Europe, hein, c'est bien entendu le monde économique, l'organisation scientifique du travail, etc. Mais c'est montrer comment cette organisation, et là, cette organisation génère un certain nombre d'élites qui vont imposer une vision économique du politique. Et donc, à partir de là, on a l'idée qui traverse toute l'histoire politico-institutionnelle, qui, aujourd'hui, on en voit le résultat. Quand on se met à parler de l'université, là, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont nous sommes évalués, sur un certain nombre de délires bureaucratiques et technocratiques. Et là, je m'arrête là. J'insisterai simplement sur le fait que quand on dit aujourd'hui finalement que l'État devrait être géré comme une entreprise, c'est en réalité une idée qui vient de loin. C'est une idée qui vient de loin. J'ajouterai aussi, et là je rebondis sur ce que disait Henri Guénaud tout à l'heure, par rapport à la question de l'Europe. Il y a bien sûr toute l'importance de la construction européenne après 1945. Je suis d'accord, mais il faut aussi prendre en compte, me semble-t-il, toute l'importance de l'européisme des années 20, qui évidemment va être balayé par la crise des années 30, mais dans cet européisme des années 20, qu'est-ce que l'on constate? On constate déjà l'accent chez un certain nombre de décideurs sur l'importance de l'économie, sur la volonté de faire de l'Europe un marché, à partir de quoi? À partir de la sidérurgie. Et de ce point de vue, les origines de la CECA, on les voit très bien dans les années 20, y compris avec un certain nombre d'acteurs qui sont les mêmes, qui ont dit, mais ils ne sont pas si vieux que ça, ils ont 20 ou 25 ans de plus, donc ils sont encore avec talent opérationnel. J'ajouterais aussi par rapport à la question de l'imaginaire et du rapport à la nation, c'est aussi à ce moment que les mêmes, je pense à une revue connue des spécialistes des années 30 qui s'appelle Les Nouveaux Cahiers, la grande revue technocratique de l'entre-deux-guerres, où on nous explique que la France, dorénavant, c'est une puissance moyenne. Il n'y a plus d'avenir. L'histoire est finie. Et vous parlez de la question du rapport à l'histoire. Je pense que là aussi, la philosophie de l'histoire qui est sous-jacente est absolument fondamentale. D'un côté, on va évidemment devoir prendre de risques puisqu'on ne peut plus. Supposément, évidemment, la puissance n'est plus possible. Donc, attention, acceptons d'être dorénavant des gens moyens. Et comme on est des gens moyens, il faut se retrouver avec d'autres gens moyens. Donc, on va effectivement se retrouver dans l'Europe. Ça, c'est un premier point. Mais deuxième élément, moyenne, ça ne fait pas monter la oui, non, mais c'est un. Mais deuxième débat très important. C'est effectivement un rapport à la puissance, à une puissance finalement on accepte dorénavant assez mal parce qu'on l'associe au danger de guerre, d'agressivité, etc., etc. Et j'ajouterais aussi que, je parlais de la philosophie de l'histoire qui est implicite dans tout ça, c'est quand même l'idée qu'on va aller en progrès. De ce point de vue, on n'a pas prononcé le mot progrès, progressif et ça, on est devant quelque chose qui est présenté comme un progrès. Hein. On va vers un monde, et là on retrouve évidemment un imaginaire historique qui est celui d'un progrès qui se construit, et de ce point de vue, effectivement, l'État-nation n'est plus considéré comme
un avenir crédible. Juste, je voudrais qu'on prenne quelques questions parce que dans la salle, il faut rappeler que le courant technocratique était très présent à Vichy aussi. C'est un élément important, notamment à partir de 42. Voilà, donc c'est pas incompatible. c'était le problème d'ailleurs, ils pensaient qu'on pouvait réformer la France sous la botte de l'Occident. C'est un autre sujet. Je voudrais revenir à la question. L'Europe, aujourd'hui, une utopie à vos yeux, au sens où vous abordez la question d'utopie dans votre article. Oui, enfin, là pour le coup, il y a quand même une conjonction entre les deux, même si là, elle peut paraître un peu paradoxale. Du côté de l'utopie, du côté de l'Europe. Du côté de l'utopie, d'abord on dit l'utopie, c'est quoi? C'est dans l'imaginaire justement actuel, hein, et dans c'est une île, un lieu qui est clos. Voilà, il y a une insularité qui s'impose immédiatement. Sauf qu'en réalité, le projet utopique, qui est un projet de réalisation de la perfection, c'est un projet absolument sans limite, sans frontières. Et l'utopie se conçoit toujours, y compris chez les grands anciens, si j'ose dire, Thomas More, Campanella, etc., comme quelque chose qui a comme une sorte de cellule qui a vocation à se développer et à finalement envahir l'ensemble du réel. Hein. Il y a une espèce de mouvement inhérent à l'utopie qui est de l'île à l'univers. Ça, c'est le premier point. Et donc, voilà, de ce point de vue, la dimension européenne ou mondiale est tout à fait présente. Le deuxième point, c'est l'idée aussi que cette perfection utopique, c'est la réalisation de la raison et de la rationalité. Hein. L'utopie, elle est absolument foncièrement et fondamentalement rationaliste. Et là encore, depuis toujours, il y a mille et mille arguments qui le démontrent de façon absolument totale. Dès le texte de Thomas More, donc dès le début de la Renaissance, les choses sont absolument claires sur ce point. La réalisation de la perfection, c'est en fait la réalisation d'un projet rationnel et rationaliste. Voilà. Et alors maintenant, ensuite, quand on va regarder de l'Europe, c'est quoi les origines de l'Europe? Les origines de la construction européenne, les origines de l'Union européenne actuelle. Voilà, c'est les écrits de toute une série d'auteurs que l'on peut qualifier à mon droit d'utopistes, comme l'abbé de Saint-Pierre au début du XVIIIe siècle, hein, avec son projet de perpétuel, dans lequel il imagine tout simplement une sorte de fédération européenne. C'est un siècle plus tard, les grands textes de Saint-Simon, et en particulier son grand ouvrage sur la réorganisation de la société européenne, qui date de 1814, dans lequel il décrit exactement ce qui va se passer, avec comme objectif, dans la vision saint-simonienne, le passage du politique à l'économique. La subordination totale de l'économie à la politique et en perspective, ce que Engels reprendra dans l'Anti-Düring, c'est-à-dire le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Donc, toutes ces choses-là se tiennent complètement. Et quels sont les héritiers de cette pensée saint-simonienne au XIXe? C'est Victor Hugo, dans ses grands textes prophétiques, de pages romantiques sur la question. C'est Charles Le Monnier, avec toute l'école des États-Unis d'Europe, qui combine donc le pacifisme, la suppression de la guerre et la création d'une Europe fédérale qui se décrit elle-même comme États-Unis. Hein, et ensuite, c'est justement, ce sont les choses bienvenues, tout au XXe siècle, cette thématique des États-Unis d'Europe qui va être ensuite reprise par Jean Monnet et qui va trouve son accomplissement à beaucoup d'égards dans la vision macronienne du passage de la souveraineté nationale à la souveraineté européenne. Comme si effectivement, il était devenu grotesque et inconcevable que la souveraineté soit encore nationale. Bref, on est complètement, effectivement, je pense qu'effectivement, l'Union européenne peut parfaitement être replacée dans cette logique de l'utopie, sans même parler du cycle de la démarche totalitaire. Ça prendra d'autres séances. Sur ce sujet, ce qui est Victor Hugo, européen. Et on est quand on cite Victor Hugo que pas dans la rationalité démocratique. Non, mais ça pose une autre question, c'est que il n'y a pas plus opposé à ça que la rationalité démocratique que même à la rationalité tout court que le romantisme. J'adore Victor Hugo.
mais la pensée romantique, elle est tout sauf rationnelle. Enfin, sauf rationnelle au sens où on entend depuis tout à l'heure. Oui, C'est ça. Parce qu'au fond, la rationalité, elle ne concerne pas les fins. La rationalité, en réalité, elle concerne l'adéquation des moyens aux fins. Elles sont strictes. Si on a, d'ailleurs en économie, même dans la classique, on ne se prononce jamais sur les préférences des gens. Voilà, vous avez telle préférence, si vous voulez maximiser votre net, votre utilité, à ce moment-là, voilà ce que vous pouvez faire compte tenu de ce que sont les prix, les ressources, etc. Donc, dans la rationalité, on sent vraiment strict. La question des fins n'est pas incluse. Bon, je pourrais dire par exemple, Poutine, il est irrationnel. Si admettons qu'il soit serviciel et qu'il décide, je pense qu'on est en train de vouloir occidentaliser de toute force le monde russe. Il est parfaitement rationnel, au fond, que, ayant cette idée-là, il allait faire la guerre en Ukraine, puisqu'il ne trouve pas d'autres moyens pour empêcher cette situation qui progresse, des Américains qui signent un traité de partenariat stratégique au mois de novembre 2021, qui dit voilà, on va faire une alliance contre la Russie. En revanche, il est irrationnel quand il envoie 150 000 soldats pour conquérir l'Ukraine, parce que c'est suffisant. Ça, c'est irrationnel. Mais sa décision, on ne peut pas dire qu'elle est irrationnelle. Dans le choix des fins, il y a les passions, les émotions, il y a tout ça. Alors, on peut étendre la notion de rationalité comme on vient de le faire, parce que, au fond, c'est celle du langage courant, hein, la pensée courante, la pensée technocratique ordinaire. Mais pensez-vous que Einstein soit rationnel du point de vue des fins, de ce qui nous motive pour inventer la théorie de la relativité? Non, c'est le grand débat entre Einstein qui dit il y a quelque chose qui ressemble à Dieu dans l'univers, Dieu ne peut pas jouer une idée, etc. Bon, et puis des gens qui pensent dans les communautés scientifiques à l'époque que c'est le hasard qui détermine tout, point. Bon, voilà, il est rationnel dans ses calculs, il est rationnel dans l'interprétation des faits, mais sur l'imagination, sur l'imaginaire et ses finalités ultimes, elles sont, si on emploie cette terminologie au sens ordinaire, elles sont pas rationnelles. Si on dit que tout ça est en dehors de la rationalité, oui, il a un comportement parfaitement rationnel. Il ne dira pas qu'il a un comportement irrationnel dès lors qu'il essaye de mettre le plus rigoureusement possible ces moyens en accord avec ses fins. C'est pas simplement la rationalité qui nous menace, c'est une idéologie je serais assez méchant de dire la rationalisation. Oui, mais ça c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour faire la différence entre la rationalisation mais c'est comme le cercle de la raison. Le cercle de la raison, il y a une caractéristique, c'est qu'il est parfaitement déraisonnable. Si on juge du résultat de cette raison par rapport même aux objectifs de prétence à signer. Donc, voilà, je pense que ce débat sur la rationalité, la raison technocratique, oui, ça me paraît plus explicite. La rationalisation, oui, en disséquant ce qu'on fait à partir de ce mot dans notre vie courante, ce que font les technocrates, ce qu'on fait dans les entreprises, etc. Gérer l'État comme une entreprise, mais c'est pas rationnel, c'est juste une imbécilité. Enfin, pardon, c'est une imbécilité, pourquoi? Parce que dans ce que nous appelons l'État, par exemple, nous en France, l'État républicain, il y a une forme de transcendance que vous ne pouvez pas évacuer. Et l'évacuer est irrationnel puisqu'elle est très prégnante. Et elle vous ressortira à la figure si vous l'évacuez. Donc, l'idée, je gère l'État comme une entreprise, et une imbécilité, si vous voulez, ou une irrationalité totale. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce qu'on traite en propre à studio et dans le numéro. C'est très intéressant parce que ça couvre effectivement tout ça, ça permet de voir les choses sous des angles très différents.
et le débat sur la rationalité peut aussi être Le problème de tous ces gens, c'est qu'ils sont ni rationnels ni raisonnables. Voilà. Non, mais, voilà, en tout cas, c'est moi. On peut faire un débat. Bien sûr. Je crois que je vous laisse. Voilà, je crois que je crois qu'aussi, on va passer aux questions rapidement. Virginie, je crois bien que vous savez aussi. Merci Virginie pour ta présence. Merci à vous tous. Particulièrement stimulant. Et je recommande bien évidemment la lecture de ton dernier ouvrage. Voilà. Merci Arnaud, merci à tout le monde. On va À très prendre bientôt. peut-être quelques questions. Il y a encore le temps. Oui, je vais poser à la Guédon. François Bernard Hugues, Stéphane Rosès, ce sera son interprète. J'étais en train Imagine. ces définitions en nombre porté de l'utopie qui n'a pas d'extérieur, en fait. Qui n'est pas, on est sur un seul et unique principe. Est-ce que ce qui caractérise pas l'utopie, c'est la croyance, à mon avis parfaitement niaise, que la question des valeurs est réglée? Ah. Qu'elle est réglée Le rapport aux valeurs. soit par l'histoire, ça serait plutôt le marxisme, soit par une conformité totale à un schéma naturel de la cité idéale, on peut remonter jusqu'à Platon. C'est pas simplement l'ignorance des valeurs. Et quand je dis la valeur, je veux dire le conflit et le politique. Alors, Alain Suppiot, dans son entretien avec nous, à propos de sa nouvelle préface des lettres persanes, met en exergue le débat décalé dans le temps entre le juriste Montesquieu et le mathématicien Condorcet. Montesquieu développe sa théorie sur le négoce entre les nations qui fait la paix, pourvu que l'esprit de cupidité ne règne pas au sein des nations, plus elles vont échanger, plus elles vont faire la paix grâce au commerce. Quelques années après, le mathématicien Condorcet débarque et dit: et aussi raconte Montesquieu avec ses us et coutumes. La raison est une, le monde est un, et donc la loi doit être une dans le monde, nonobstant les us et coutumes. Donc, je vais vous laisser la parole, mais il faut lire cette remarquable interprétation sur qu'est-ce qui fait l'imaginaire de Montesquieu et de Condorcet, selon que l'un est juriste, l'autre est mathématicien. La singularité française, me semble-t-il, c'est de considérer que le réel réside dans la raison extérieure en surplomb. Une singularité des expériences, nous avons la meilleure école de mathématiques au monde. Avec les Russes. Mais Oui, Frédéric, je trouve ce rapport entre Montesquieu et Condorcet extrêmement passionnant et extrêmement éclairant, notamment parce que ça, voilà, effectivement, l'utopie, comme d'ailleurs le progrès et le progressisme, je dis volontairement les deux, évidemment, ne peut pas admettre que survivent longtemps des us et coutumes, par exemple. Hein. L'idée même est absolument... Anti-Montesquieu, ça. Et même ça, beaucoup de juristes l'ont vu, la notion même de coutume, c'est quelque chose qui, pour un juriste progressiste, ou pour un progressiste tout court, est quelque chose qui est une sorte d'aberration, parce que sinon c'est une règle qui s'ancre dans le passé, autrement dit, qui s'ancre dans quelque chose qui est forcément le moins bien, qui est forcément le mal, alors que la loi, au contraire, peut se projeter dans l'avenir. Et donc, de ce point de vue-là, l'approche légaliste, universaliste et mathématicienne de Condorcet, voilà, c'est tout à fait c'est évidemment l'anti-Montesquieu. C'est par ailleurs très, très clairement l'utopie, hein, dans le dernier ouvrage posthume de Condorcet, l'esquisse d'un tableau des progrès
historique de l'esprit humain, il y a la dernière époque qui est, il nous explique comment sera le monde plus tard, comment sera l'univers, et ce sera un univers effectivement dans lequel la question des valeurs, comme vous disiez, est totalement réglée, puisqu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus qu'une loi, il n'y a plus qu'une humanité, et de ce point de vue-là, tout est réglé, et je dirais, tout est réglé définitivement. Hein, c'est ça qui est très intéressant aussi. Autrement dit, voilà, au fond, la vision marxiste du communisme est ultime étape de l'histoire des hommes, ou plutôt début de la victoire de l'histoire des hommes, c'est la même chose. Hein, c'est l'état de l'État qui sera désormais l'état permanent de l'humanité. Et si vous voulez, la jonction de ce point de vue-là entre l'utopie, l'idée de progrès, le progressisme et éventuellement les systèmes totalitaires, hein, pour faire joli pour les personnes dans une école de sciences politiques, elle est, me semble-t-il, extrêmement claire. Et je vous renvoie, ça va faire plaisir à mon petit camarade, à notre édition du progressisme. Bien sûr. Excellent texte. Il y aurait quelques-uns qui ont participé. Mais dans lequel on parle, enfin, voilà, c'est l'un des thèmes sous-jacents et permanents du livre. Hein. Voilà. Merci Frédéric. Peut-être, je crois que Johanna Lowicki a une question à poser ou peut-être une observation et un commentaire. Juste une observation. Et d'abord, un grand merci d'avoir insisté sur l'importance de l'imaginaire et l'insuffisance de l'analyse économique et politique. J'ai écouté avec passion tout ce que vous avez dit, ayant dirigé un livre qui s'appelle Mythes et symboles politiques d'Europe centrale. Ensuite, Pensée politique, histoire de pensée politique en Europe centrale, et tout à fait dernièrement, La vie de l'esprit, tout ça avec Chantal Delsol, des penseurs de l'Europe centrale. Donc, ça fait des années que le sujet nous intéresse. Deux observations. Comme il n'y a pas eu de tentation rationaliste ni politiste dans les pays d'Europe centrale, on a parlé aux littéraires, aux artistes, aux philosophes, et c'est eux qui nous ont donné des réponses. Donc, l'âge d'or, d'autres chapitres du livre, la collaboration avec Jean-Jacques Wielenberger étant précieuse pour critiquer l'approche étroitement rationaliste du sujet. Donc, tous ces livres traitent de manière anthropologique et culturelle. On retrouve l'épaisseur, on retrouve la mémoire et on retrouve l'idée qui m'a choquée un peu dans cette présentation, on ne peut pas changer l'imaginaire de peuple. Ça a été dit à plusieurs reprises. Oui, donc, j'aimerais vous apporter un exemple où on a changé l'imaginaire des peuples, mais c'est entièrement ignoré dans un pays comme la France, puisque l'Europe centrale ne fait pas partie des cas étudiés, en fait. Le cas, c'est LBU, la doctrine de LBU, de Kultura, l'Institut littéraire Kultura, Maison Lafitte, grands exilés polonais depuis 1945, Giedroyć, lui-même né à Minsk. Et cet homme des confins, qui est un penseur politique, dit qu'il faut changer la mentalité impérialiste polonaise, de Commonwealth polono-lituanien. Si un jour on veut que la Pologne soit libre, il faut qu'elle accepte la Lituanie libre, l'Ukraine libre et la Biélorussie libre. Et pendant 50 ans, il élabore cette doctrine, LBU, qui est ensuite prise par le ministre des Affaires étrangères de la Pologne libre, après la chute du mur de Berlin, et on en a fait une doctrine et une croyance. Et aujourd'hui, ce pays qui se disputait historiquement avec l'Ukraine, avec la Biélorussie, accueille 2 millions de réfugiés, et j'insiste bien, pays, peuple, et pas gouvernement, qui lui est nationaliste et contre l'idée même des réfugiés. Donc, il s'est passé quelque chose, on va observer le long terme, mais il s'est passé un changement fondamental de l'imaginaire face peut-être le retour à l'âge d'or du Commonwealth polono-lituanien, la Pologne des Jagiellonów. C'est possible. Mais ça veut dire que personne n'a travaillé ces gens aujourd'hui, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est-à-dire le peuple a dit, on fait partie du même peuple et dans l'histoire, on a partagé le même État qu'on nous a démoli et qui? Le Russe. Évidemment, notre ennemi commun. Donc, on interprétera tout ça certainement dans l'avenir, mais je voulais réagir à l'idée qu'on ne peut pas changer l'imaginaire des peuples. Je pense que les peuples heureux se l'imaginent.
les peuples malheureux sont obligés de modifier leur imaginaire pour survivre. Et il y a d'autres exemples que je pourrais citer. Donc, je classe ce débat dans le chapitre Europa Felix, y compris sur l'Europe. C'est un luxe qu'on prend quand on est un pays qui ne doute pas de sa survie. On peut se dire le droit européen, le droit national. Quand on est réellement, comme l'Ukraine aujourd'hui, à se demander si on va survivre et si c'est un génocide contre son peuple, eh bien, on adapte l'imaginaire très vite et très profondément. Donc, je pense que l'Europe des mal-nés, c'est Yeatix, un grand sociologue qui l'a conçu, c'est ça le partage, que l'Europe pas Félix du bonheur, d'être ce qu'elle veut être, et l'Europe des mal-nés qui sont obligés de réadapter l'imaginaire. Est-ce que, madame, Kundera, dans son texte, Un Occident kidnappé, qu'on cite, texte le plus cité dans notre dictionnaire. incroyable, Bien sûr. incroyable, souvent les écrivains disent peut-être d'Europe centrale, des choses d'une telle profondeur. Alors, je parle sous votre contrôle, car évidemment, est-ce qu'en Europe centrale, plus qu'ailleurs, il ne faut pas distinguer les peuples de la forme statut national ou impérial qu'ils se créent, dans lequel ils s'insèrent. C'est-à-dire que les Polonais, du fait du catholicisme, ou les Ukrainiens dans la partie occidentale, du fait de la façon dont les orthodoxes, dans la partie occidentale de l'Ukraine, vont négocier avec la papauté face à l'occupation polonaise le maintien de leurs pratiques, qui leur permet de continuer à pratiquer, mais dans un lien avec la nativité, qui, à mon avis, explique beaucoup des césures à l'intérieur de l'Ukraine entre, dans les débats, y compris sur l'orthodoxie. Bon, en amont, est-ce qu'il ne faut pas là, par rapport à votre remarque, distinguer la permanence de l'imaginaire des peuples dans la façon de se construire en rapport au réel et l'effort Alors, ma réponse, statut national dont parle Kundera qui peuvent varier avec une grande interrogation dans toute cette partie du monde. ma réponse sera Voilà, très courte et Ouais. très convaincante. On ne peut pas séparer chez ces peuples la culture et le peuple. En revanche, l'État et la structure d'organisation sociale, si. Voilà. Et c'est la grande différence avec Voilà. la France. Voilà. Alors, je salue Laetitia Elouette, qui est la directrice générale de cette école C'est moi qui et qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est à la fois, comment dire ça, grisant et un peu frustrant de s'immiscer comme ça dans des débats sur les questions. Je vais être courte. Déjà, en vous remerciant de tous avoir participé à cette conférence du côté des remerciements et évidemment de ce côté-ci d'avoir contribué à alimenter les débats. Alors, vous êtes, Arnaud le disait, dans une école de sciences politiques et de relations internationales, parce que finalement, dans cette question d'imaginaire, il y a la question aussi de comment les fondations, les mythes, les mythologies des peuples voyagent et s'interpénètrent aussi entre eux. Donc là, pour le coup, vous êtes dans la bonne école. Nous abordons cette question en sincérité. Et vous dire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas l'école, que c'est une des plus anciennes écoles de sciences politiques et de relations internationales. Et évidemment, ça nous oblige dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est remettre au centre, au cœur des sujets essentiels finalement de la construction du collectif, des sujets essentiels aussi, moi je trouve, pour comprendre à la fois ce qui fait notre force et peut-être ce qui fait aujourd'hui facteur ou élément de fragmentation. Au travers de cette question-là, clairement, il y a l'analyse de ce que nous sommes, de ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, notre capacité à comprendre ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Et puis j'allais finir par vous dire en fait que je vous écoutais, je me disais,
Là, un petit clin d'œil. Aujourd'hui, on a eu une annonce pour un partenariat avec l'université Thomas More. Quoi tout de suite, et c'était aujourd'hui. Ah oui. Et que, dans ma foi, nous sommes dans ce même pays extrêmement riche, foisonnant, le pays à la fois de Descartes et le pays de Fourier et de Cabet. Voilà. Et donc, je trouve que je vais finir par ces références-là et vous dire qu'évidemment, cette question-là de l'utopie, de sa place à la fois comme force imaginative, comme force créative, et aussi de ses conséquences dans certaines interprétations totalitaires que vous avez vues. Il n'y a rien de plus totalitaire que la force d'un rêve. Ça, c'est Hannah Arendt. Et ça renvoie aussi à la question qu'on aborde aujourd'hui. Évidemment, cela fait partie des sujets que nous abordons très largement dans l'enseignement de l'HEIP et également dans l'enseignement. C'est l'enregistrement. Vous êtes filmé là. Et tant mieux parce que les échanges d'aujourd'hui, à la fois moi, je pourrais m'approprier et vous écouter vraiment dans tout, voilà, dans l'entièreté de ce qui a pu être dit. Et ça sera également, c'est une très très belle matière première et c'est une très belle matière à réflexion pour nos élèves. Et c'est comme ça qu'on travaille ici. Donc voilà, bienvenue à HEP. On espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, je suis ravie de pouvoir accueillir ce type d'événement. Merci à nos partenaires de la revue Politique et Parlementaire. Moi, je suis une jeune directrice, ça fait 1 an que je suis ici. Et dans ce qui donne pour moi un sens, en fait, vraiment à la conviction que j'ai d'être à la bonne place, c'est la valeur de ce partenariat. Bon, déjà, on a une espèce de similitude en termes de moment de naissance. On est né à 4 ans d'écart, c'est ça? Pas 2 ans. Ouais, moi, j'ai seulement 120 ans, toi, tu as 124. On a un peu plus. Mais surtout, j'y tiens. Je parlais tout à l'heure de la polysémie, ou en tout cas des sens différents qu'on peut mettre derrière l'imaginaire. Fondamentalement, il y a pour moi le sujet d'assumer la pluralité des sujets, c'est-à-dire un même sujet peut avoir des directions et des trajectoires complètement différentes, et la pluralité des expressions politiques qu'on peut en tirer. Et ça, de ce point de vue, la revue politique et parlementaire, je pense, est exemplaire de la pluralité des expressions politiques, et on en a besoin. Et cette école, je veux aussi, et je pense qu'elle l'est depuis son histoire, exemplaire de la pluralité des expressions politiques. Et je finis avec une pensée pour Stéphane, je peux dire, parce qu'il y a une phrase en fait que j'ai entendue qui était la vôtre lors d'un colloque où nous sommes intervenus ensemble, c'est la capacité à faire dispute commune. Et pour moi, c'est ça en fait la mission de cette école. C'est non pas que tout le monde soit d'accord, je n'y crois pas, et d'ailleurs je ne le souhaite pas, mais que quel que soit notre avis, et notamment quand nous ne sommes pas d'accord, et peut-être quand nous sommes particulièrement fragmentés comme aujourd'hui, la capacité à faire lien et la capacité à organiser, à créer les conditions pour faire discuter.